Je voulais juste revenir rapidement. Donc, on a vu là lors de cette matinée qu'on avait des outils à disposition pour mieux connaître le territoire et évaluer notre vulnérabilité, et également planifier du coup certaines actions dans la durée pour lutter contre ce risque ruissellement. Ce que je voulais moi évoquer ce matin aussi avec vous très rapidement, c'est dans l'intervalle où une commune s'engage dans ces démarches d'études de vulnérabilité ou de schéma de directeur de gestion des eaux pluviales, va y avoir un intervalle dans lequel on a une telle pression foncière, immobilière sur le département. Vous allez continuer de recevoir des permis de construire et des permis d'aménager. Donc, je voulais juste vous transmettre quelques petits réflexes à avoir quand sur les communes, vous recevez des projets. Alors bon, je vous avais fait une petite intro, voilà, je voulais vous montrer quelques articles que j'ai récolté sur le net rapidement, qui montre bien que maintenant, comme on a une multiplication d'événements météorologiques exceptionnels, on a une problématique au niveau des assureurs qui commencent à dire qu'ils vont avoir du mal à tout assurer et ils vont surtout chercher les responsabilités. Donc, quand on cherche les responsabilités, vous voyez que les collectivités sont en première ligne. Alors, sur le contexte réglementaire, je voulais juste vous remettre quelques articles que vous prendrez le temps de regarder à tête reposée, mais juste le premier qui est très intéressant, qui concerne les articles 640, 641 et 681 du Code civil. Si vous prenez le premier alinéa, on reprend la définition, l'instauration d'une servitude légale d'écoulement naturel, mais l'interdiction d'aggravation de cet écoulement naturel sur les fonds inférieurs. En d'autres termes, ça veut dire que quand vous avez un projet d'urbanisation ou d'imperméabilisation d'une parcelle qui n'est pas accompagné d'un projet sérieux de gestion des eaux pluviales, c'est une infraction au titre de cet article-là. Voilà, après, effectivement, on voit sur ces articles-là qu'on a un droit d'utilisation de ces eaux pluviales et l'interdiction de faire s'écouler les eaux de pluie sur les propriétés voisines, à moins d'avoir une servitude d'écoulement. En dessous, on voit aussi qu'il y a une autorisation, juste très rapidement, une autorisation ou une déclaration à avoir sur les rejets en milieu naturel. Donc ça, c'est une évidence, et surtout les projets qui sont de plus d'un hectare. Sur la réutilisation de l'eau de pluie, alors on a encore de grands pas à faire en France parce qu'on est un peu à la traîne là-dessus, mais à noter quand même que vous pouvez indiquer aux pétitionnaires qu'ils ont un crédit d'impôt de 15% quand ils s'engagent à réaliser, à mettre en œuvre des équipements pour récupérer les eaux de pluie. Voilà. Et donc, sur la récupération des eaux de pluie, vous savez qu'à l'heure actuelle, c'est encore difficile de réinjecter cette eau dans les bâtiments. C'est soumis à certaines modalités techniques. Sur les raccordements au réseau, bien sûr, quand il y a des réseaux, vous devez même donner les modalités de raccordement du coup aux pétitionnaires. À noter que le SDAGE est un document qui vous aide dans la planification, notamment de la gestion des eaux pluviales, et c'est un document surtout qui s'impose aux décisions administratives. Donc, par exemple, dans le SDAGE, vous allez avoir les débits de rejet dans les cours d'eau, etc., à respecter. Donc, ça peut vous permettre d'imposer certains ouvrages à certains aménageurs pour qu'on puisse avoir un débit qui est respecté lorsqu'on arrive dans les temps ou dans le cours d'eau. Et pour vous dire aussi qu'un grand principe, la collectivité n'a aucune obligation de collecter les eaux pluviales. Et d'ailleurs, ce n'est même pas forcément souhaitable. Je vais vous expliquer pourquoi. Enfin, par rapport au tout réseau, ça n'est pas souhaitable. Selon les règles fixées notamment par le Code civil, il appartient au propriétaire en premier lieu de gérer les eaux de pluie. C'est bien le propriétaire qui doit gérer ces eaux. Vous pouvez cependant, vous voyez les articles du Code général des collectivités territoriales, vous pouvez cependant lever une taxe sur les eaux pluviales qui sont indexées sur les surfaces imperméabilisées et qui vous permettent du coup de réaliser certains aménagements. Alors, pour collecter les eaux pluviales, il n'y a pas que le tout réseau, vous pouvez aussi bénéficier de cette taxe pour aménager, par exemple, des bassins tampons, des noues, des choses comme ça. Alors, je voulais juste revenir rapidement, Muriel Solé l'a évoqué tout à l'heure, revenir sur le rôle essentiel des eaux pluviales. Les eaux pluviales, on en a besoin, et vraiment, on a besoin de relancer cette infiltration qui est coupée par l'imperméabilisation. Ça, c'est vraiment au cœur du sujet de notre risque de ruissellement, et cette imperméabilisation, finalement, limite complètement les infiltrations.
a une incidence sur la vie du sol, du coup sur la végétation, le développement de la végétation, et par là même de la température, parce que vous savez que la végétation nous aide à réguler la température, et également sur nos ressources d'eau potable. Toute l'eau qui n'est pas infiltrée directement dans le sol et qui est conduite très rapidement vers les cours d'eau et vers l'océan ne bénéficie pas à nos nappes profondes. Et donc, on perd en quantité à plus ou moins long terme sur l'eau disponible en adduction d'eau potable. Vous voyez aussi qu'on a un rôle à jouer sur cette gestion d'eau en surface. Vous voyez qu'un cours d'eau, sur les images que je vous ai mis, un cours d'eau qui va sillonner dans le paysage au gré de ses méandres va permettre à l'eau de profiter à tous les milieux qui sont traversés, et puis également va pouvoir s'évaporer tranquillement. Donc on a une question à la fois d'espace et de temps qui ne sont pas du tout les mêmes. Quand vous regardez l'image de droite, où là, pour le coup, on a géré les eaux pluviales en les canalisant dans des buses, et au final, il n'y a pas d'évaporation, il y a une accélération des écoulements, ce qui fait que ça peut effectivement régler des problèmes en amont parce qu'on évacue rapidement les eaux pluviales, mais par contre, en aval, on peut avoir des désordres importants en période de pluie intense. Pour finir sur cette diapo, juste, on est d'accord et on l'a dit plusieurs fois ce matin, ce qu'il faut noter, c'est que pour cette gestion des eaux pluviales, il faut agir à la source et donc rechercher prioritairement des solutions d'infiltration à toutes les échelles du projet et notamment à l'échelle d'une parcelle sur un permis de construire ou un permis d'aménager, avant de réfléchir à comment gérer ces eaux pluviales à l'échelle d'une commune ou d'une intercommunalité. Je vous parlais aussi de nos ressources en eau. Il est évident que récupérer en fait les eaux de pluie pour des usages divers, notamment pour les particuliers sur l'arrosage du jardin, etc., est préférable. Alors, vous allez peut-être réagir en disant que oui, mais en période estivale, durant les sécheresses, les cuves sont vides, récupérateurs d'eau. Mais si on estime qu'on récupère l'eau pluviale pendant toutes les saisons favorables et qu'on utilise cette eau, c'est de l'eau qu'on n'ira pas puiser dans ces périodes-là dans les nappes profondes. Et donc, on sera en période de sécheresse avec des hauteurs d'eau dans ces nappes profondes plus importantes. Donc, il y a quand même tout intérêt à récupérer les eaux pluviales quand on a des besoins ponctuels. Alors, quand on reçoit un permis de construire ou un permis d'aménager, premier point à vérifier, c'est la topographie du site et voir l'adéquation du projet avec le site. Bien souvent, même au CAUE, en conseil, on voit arriver des permis de construire où on a très peu de cotes altimétriques, voire pas de profil altimétrique du tout. Les coupes, des fois, on a l'impression que tout est de plein pied alors qu'on a finalement des dénivelés assez importants. Donc, moi, je vous invite à vérifier quand même très rapidement. On a sur notre outil Géoportail, vous pouvez, avec un petit outil sur la droite de la boîte à outils de Géoportail, faire un profil altimétrique de la parcelle qui est concernée. Là, je vous ai donné un exemple, c'est sur la commune de Génissac, un projet de lotissement. Et quand on reçoit les documents, on a l'impression que tout est niveau et en fait, il y a une pente de 5% en direction du bourg. Donc, ça veut dire que ce permis d'aménager pourra peut-être être délivré, mais avec des points de vigilance quant à l'imperméabilisation des annexes, des contours des bâtiments, etc. Ensuite, deuxième point, c'est l'implantation du bâti. Très important de vérifier l'orientation du bâti par rapport à la topographie. Alors là, on est plus sur les questions de risque liées aux bâtiments et aux personnes. Il faut essayer de connaître les écoulements et de ne pas faire obstacle à ces écoulements. Donc, par rapport à des écoulements connus, on n'ira pas construire des bâtiments au pied d'un fossé qui est connu, etc. Du point de vue des décassements et terrassements, il faudra aussi faire attention. Des fois, on a des projets qui arrivent où il y a des grands déplacements de terre qui engendrent des désordres au niveau des écoulements pluviaux et on peut avoir des problématiques après de gestion du bâti. Alors là, ça peut être des problématiques d'ordre d'insalubrité à long terme, des choses comme ça. Très important aussi, le troisième point, c'est avoir un levé topo précis de la parcelle sur lequel vous avez votre projet particulier de maison ou de projet d'aménagement. Pourquoi? Parce que cette structure paysagère, si le relevé a été bien fait, on va avoir la végétation, notamment les haies,
existantes, les grands arbres, les arbres de Auger, toute la structure hydraulique aussi du terrain, c'est-à-dire non seulement les fossés, mais pas uniquement, ça peut être aussi des petites dépressions comme les noues, comme vous avez à droite sur l'image. Tout ça, c'est très important de le noter avant même la construction du bâtiment, parce que ça va permettre peut-être d'orienter différemment le bâti, d'avoir un conseil là-dessus, et surtout aussi de faire prendre conscience aux pétitionnaires que la présence de haies, comme l'a dit très justement Muriel Solé tout à l'heure, ça augmente la rugosité du sol, ça va freiner les écoulements. Et la présence d'arbres de Auger ou d'arbres même, toute végétation, en fait, ameublit le sol de par la présence des racines et permet une perméabilité plus importante du sol. Voilà, donc très important d'avoir des levés précis au moment du permis de construire. La nature des sols. Alors, on va de plus en plus vers des études de sol, notamment par rapport au retrait-gonflement des argiles chez nous en Gironde, parce qu'on est très soumis à ce sujet-là. C'est vrai que la perméabilité du sol est directement liée effectivement à sa nature, hein. Ça va sans dire, plus le grain est gros et que la matrice est inexistante, plus l'eau s'infiltrera rapidement, hein. C'est l'image que je vous mets à gauche. Plus on sera sur une matrice fine avec des particules fines comme sur les terrains argileux, plus on aura une difficulté à la perméabilité, surtout à certaines périodes de l'année. D'ailleurs, c'est ce que je note, c'est pas parce qu'on connaît bien la nature d'un sol qu'on n'a pas des variations aussi saisonnières. Vous connaissez sans doute le principe de l'abattance du sol, c'est-à-dire que par exemple sur les sols argileux, à la fin de l'été, quand on a un orage un peu violent avec des pluies fortes, on a une couche indurée, une espèce de croûte qui se fait en surface du sol. Et donc, même si on avait un site sur lequel l'infiltration était possible, temporairement, on va avoir un phénomène de ruissellement qui est accru parce qu'on a ce phénomène de battance des sols. Alors, la perméabilité des sols, c'est quelque chose qui peut être recherché au moment de l'étude du sol. Il faut conseiller les pétitionnaires à ce moment-là, tous ceux qui vont faire une étude de sol, de leur dire de faire également cette étude de perméabilité. Je vous ai mis aussi dans l'encadré le fameux test Porcher qui est finalement une méthode empirique de réaliser ce test de perméabilité qui permet de donner le coefficient. C'est réalisable par les pétitionnaires, il faut que ce soit bien fait et c'est comme une recette de cuisine, il faut bien suivre la règle pour avoir une bonne idée de ce coefficient. Attention aussi, on en a parlé rapidement ce matin, ça me permet aussi de rebondir. Donc sur les nappes affleurantes, toute la partie rive gauche de la Garonne et quelques zones sur la rive droite sont soumises aux nappes affleurantes, donc c'est lié à la nature du sol, on en avait parlé dans le module précédent. Là, ce qu'on vous conseille, c'est si vous avez un doute sur un permis de construire dans un secteur où il y a déjà eu des désordres par rapport aux nappes, le mieux, c'est de faire établir une étude piézométrique pour connaître la hauteur de la nappe phréatique. Et cette étude, alors ça ne va pas aller dans le sens du pétitionnaire qui va peut-être aller, mais l'idéal, c'est de faire cette étude sur plusieurs points de la parcelle, surtout si la parcelle est vaste, et sur une année complète, parce que ça permet d'avoir vraiment la hauteur de la nappe et la différence de niveau entre les saisons. Voilà. Et si effectivement il est avéré que la nappe est affleurante, ça veut dire que ça va conditionner finalement les systèmes de gestion des eaux pluviales qu'on va mettre en œuvre. L'infiltration ne sera pas toujours possible à toute période de l'année parce que voilà, l'eau étant présente, on ne pourra pas infiltrer de volume très conséquent. Vous avez aussi, oui, ce que je vous indique en bas, c'est le site du CIGES Aquitaine, donc c'est le BRGM qui est le Bureau de recherche géologique et minier qui gère cette plateforme. Ça vous donne, alors l'échelle n'est pas très précise, mais ça vous donne une idée quand même. Vous voyez toutes les zones orangées et rouges, toutes les zones à risque de nappe affleurante. Voilà. Donc si déjà vous n'êtes pas dans ces secteurs-là, ça évite ce risque-là. Alors là, ça fait le lien avec un des modules qu'on traitera l'hiver prochain sur les mouvements de terrain. Juste à noter qu'il y a beaucoup de mouvements de terrain qui sont liés aux eaux pluviales et notamment à l'infiltration. Et on voit ici, donc ça c'est un fontis, un effondrement qui s'est produit à Nogent et Postiac. Ça a clairement été démontré, bon c'est lié aussi aux carrières qui étaient sous-jacentes, mais c'est la pluviométrie qui a été particulièrement importante en 2021, qui s'est étalée sur plusieurs mois, qui a fait que ce phénomène a eu lieu.
qui est important là de noter par rapport à la gestion de nos eaux pluviales, même si c'est effectivement inconstructible les terrains où on a potentiellement des carrières souterraines, on peut avoir des grands terrains comme vous voyez sur l'image à droite, on a quand même un bâtiment d'habitation qui est pas très loin du fontis. Donc vous pouvez avoir sur des terrains de particuliers finalement des bouts de carrière c'est bien de connaître ces emplacements pour éviter de proposer des systèmes de gestion d'infiltration, par exemple, des eaux pluviales qui seraient du coup complètement pas adaptés. Sur les surfaces imperméabilisées, bon, bah là, on va rejoindre, je ne vais pas parler des coefficients de pleine terre, etc., qui arrivent progressivement dans les PLU, mais c'était juste pour vous montrer, là, j'ai des images, on essaye de se faire des petites images de référence au CAUE. Un particulier, vous voyez, par exemple, il a simplifié la gestion de ces espaces de nature autour du bâtiment. Donc ça, si vous pouvez, quand vous analysez les permis de construire ou les permis d'aménager, regardez les revêtements. Je sais que vous le faites déjà, mais il faut vraiment essayer de lutter contre ça parce que là, les gens vont avoir des problèmes eux-mêmes à cause des aménagements qu'ils ont créés autour de leur bâti. Un petit tableau qui vous montre à côté le coefficient de ruissellement. Donc là, vous voyez, le premier point, c'est espace vert. On est sur un coefficient de 0,05. Donc là, l'eau s'infiltre très, très bien. Et quand vous êtes sur la dernière ligne, toiture route, on est sur 1. Donc tout ce qui va être entre ces deux choix-là de revêtement, vous voyez, ça a un coefficient de ruissellement plus ou moins important qui peut vous guider. Et d'ailleurs, sur la diapo suivante, je vous donne, voilà, il y a des outils qui existent, ça notamment, il me semble que c'est dans un document qui s'appelle Adapto, qu'on vous mettra en ligne également avec la formation. Il y a tout un tas de guides qui ont été édités, notamment par le CEREMA, par Aménageo, par le CEPRI, sur les revêtements qu'on peut utiliser justement qui sont perméables pour les aménagements d'annexes autour du bâti. Et ça vous donne là, ce que je vous ai mis là, ce que je trouve intéressant, c'est que vous avez des idées de coûts et des idées d'usage aussi, parce qu'en fonction des types de revêtements, voilà, certains pétitionnaires vont dire ah oui, mais moi je peux pas laisser en pleine terre parce que je pratique tel loisir ou tel. Bon là, vous avez des exemples en fait de revêtements en fonction des usages. On peut orienter le pétitionnaire quand l'infiltration est possible. Vous avez diverses solutions que vous commencez de connaître. Faire du modelé de terrain, c'est-à-dire créer des nous, alors qui ne sont pas forcément des fossés profonds, hein, ça peut être simplement des dépressions relativement douces qui vont aider à guider l'écoulement vers un exutoire naturel. Alors ça peut être une mare qui se situe sur le terrain ou un fossé qui est plus important dans le quartier. Ça peut être des tranchées drainantes, donc ça peut aider aussi à assainir un terrain par rapport au bâti. Ça peut être des puits et puis les structures poreuses voilà, qui vont aider à l'infiltration. Alors attention, dans le nota bene, je vous ai mis quand même 4 points. Sur les ouvrages d'infiltration, il faut éviter de les faire trop près des bâtis il ne faut pas que ça ait une incidence sur les fondations, bien sûr. À 3 mètres des végétaux aussi, parce qu'il y a des végétaux qui n'aiment pas avoir les racines dans l'eau et ça peut causer des désordres aussi au niveau des arbres. Le toit de la nappe, si on est dans le cadre des nappes affleurantes dont on vient de parler, le toit de la nappe doit être situé à au moins 1 mètre en dessous du radier de l'ouvrage d'infiltration. Mais ça, c'est logique. Si on a une nappe affleurante et qu'on met, par exemple, une structure poreuse enterrée, un massif d'infiltration, si le massif d'infiltration est déjà à moitié rempli par l'eau de la nappe, il aura une capacité d'infiltration nettement réduite. Ensuite, dans l'espace public, il faut prévoir en fonction du contexte un système d'infiltration et de dépollution avant infiltration. Donc ça, par exemple, si vous avez une création d'un parking dans le domaine public, vous pouvez créer une noue en plantant des saules qui sont connus pour, par exemple, aider à filtrer tous les hydrocarbures. Voilà, et le dernier point, c'est que pour un particulier, s'il décide d'enterrer des ouvrages ou de créer des ouvrages d'infiltration, le mieux, c'est de réaliser ça après la réalisation du gros œuvre, parce que ça permet d'éviter qu'il y ait du dépôt d'enduit, des choses comme ça qui pourraient imperméabiliser en fait le fond, le radier du massif d'infiltration. Et quand l'infiltration n'est pas possible, voilà, vous avez toutes les autres solutions
à ce jour qui peuvent être proposés. Donc, bien sûr, vous connaissez les bassins à ciel ouvert, il y a les bassins enterrés. Les saules, c'est les structures alvéolaires, c'est la photo que vous avez à droite en bas de l'image, les structures alvéolaires ultra légères. Les chaussées réservoirs et les toitures réservoirs. Alors, il va sans dire que ce tableau, ce qui est intéressant, c'est qu'il montre aussi à la fois les emprises foncières qui sont nécessaires pour ce type d'aménagement, et puis aussi le coût, parce que ça va pas forcément, ces ouvrages-là ne vont pas être forcément avoir le même coût pour, voilà, pour un aménageur, pour une commune, etc. Et vous voyez aussi ce qui peut être intéressant, c'est l'intégration paysagère qui est notable. Donc, vous voyez que par exemple, il y a des ouvrages qui sont neutres. Tout ce qui va être enterré, ça n'a pas d'impact sur le paysage. Quand il existe un réseau d'eau pluviale sur votre commune dans un quartier, il faut bien veiller, on l'a dit aussi, mais je le répète, quand on a un projet d'aménagement, notamment un lotissement, veiller au dimensionnement de ce réseau. Donc ça va, quand vous vous engagez dans un schéma directeur de gestion des eaux pluviales, comme l'a dit Lionel Lacroix tout à l'heure, ça va vous permettre de connaître le dimensionnement précis de votre réseau et savoir si votre lotissement va pouvoir se raccorder sans effet, je dirais, délétère sur la gestion des eaux pluviales. Si par contre ce n'est pas le cas, vous pouvez effectivement proposer à l'aménageur des solutions intermédiaires avant le raccordement au réseau d'eau pluviale, créé par exemple au sein du lotissement, comme on l'a vu tout à l'heure aussi avec le CEREMA, un bassin, un jardin de pluie, des choses comme ça pour en fait réduire les débits de rejet dans votre réseau. Comme ça évite à la collectivité d'avoir un surcoût dans la mise aux normes de son réseau, finalement, pour pouvoir raccorder le lotissement. Donc, il faut essayer, encore une fois, de toujours en amont trouver les solutions sur la parcelle avant de rejeter ces eaux un peu plus loin. Et pour finir, voilà, donc c'est notre notice donc qui sera bientôt à disposition. Là, on l'a en version numérique et elle est déjà accessible sur le site du CAUE. Et vous pourrez la voir en version papier comme toutes nos petites notices CAUE. Voilà, et ça reprend pas mal d'éléments qu'on a présentés durant toute cette matinée, à commencer par effectivement, on revient sur le cycle de l'eau, le bassin versant et quelle incidence ça a en fonction de la parcelle positionnée dans le bassin versant. Là, vous avez effectivement sur la gauche toutes les règles, les bonnes questions à se poser quand on est porteur de projet sur un aménagement, que ce soit de particulier ou un lotisseur. Qu'est-ce que je dois prendre en compte pour bien gérer mes eaux pluviales? Et ça revient effectivement sur certains points d'information sur l'infiltration, etc. Je te remercie, Annabelle. Je vous remercie beaucoup, aussi bien les intervenants que les participants, pour cette participation à ce 3e module. Puis, à très bientôt.